Maintenant, on va parler des réseaux auto-attentifs qui sont des réseaux très importants maintenant dans l'avancée des grands modèles de langue, entre autres. Donc, les réseaux auto-attentifs, c'est la traduction française de Transformer Networks. Donc, on ne traduit pas ça par réseau transformeur ou transformateur. Ça fait pas trop de sens en français. Le réseau auto-attentif est vraiment la traduction qui est proposée pour ce type de réseau-là, qui est basé sur un mécanisme d'attention. Donc, le but, c'est qu'on veut établir les relations des éléments d'une séquence. Entre autres, les différents mots d'une phrase qu'on traite. Si on dit que toute la séquence est une phrase, on veut connaître un peu la relation entre les éléments, les mots de cette phrase-là en utilisant un mécanisme d'attention. L'attrait des réseaux auto-attentifs, c'est que ça a été vraiment conçu d'abord pour être exécuté en parallèle sur GPU de façon efficace avec des têtes multiples. Donc, c'est vraiment, ça règle certains problèmes qu'on a avec les réseaux récurrents. Par exemple, c'est pas possible vraiment de faire ce genre de traitement-là parallèle parce qu'on dépend toujours des résultats précédents, tandis que là, c'est vraiment organisé pour être relativement indépendant et parallélisable. Ça comporte un encodeur et un décodeur, un peu similaire à un auto-encodeur, mais pas nécessairement pour les mêmes visées. Donc, ça permet de représenter, d'encoder des éléments d'entrée, des éléments de sortie. Et ça n'utilise pas de récurrence, qui est vraiment un plus, qui permet le parallélisme. Le mécanisme d'attention fait vraiment le travail. Le mécanisme d'attention va vraiment associer, va déterminer la relation entre les éléments de notre séquence de façon directe et explicite. Et c'est avec ça qu'on va être capable de vraiment traiter la séquence de façon efficace. Et ça donne une mémoire à long terme dans le sens qu'on est capable d'associer deux éléments très loin dans la séquence de façon assez efficace avec ce genre de modèle. Donc, c'est un modèle qui est central dans les grands modèles de langue, qu'on parle de GPT puis BERT en particulier. Donc, c'est des réseaux auto-attentifs en soi. Euh, c'est utilisé en image avec les Vision Transformers, par exemple, qui ont été proposés, qui sont quand même maintenant assez bien connus, assez utilisés en reconnaissance de la parole. Donc, ça, c'est l'exemple d'un réseau auto-attentif typique. Je vais vous présenter ça en selon quatre grands morceaux. Donc, le premier morceau, c'est vraiment l'entrée qu'on va traiter. Donc, avec par exemple un plongement lexical. Donc, on a vraiment l'entrée ici. On va traiter chacun des éléments de la séquence, chacun des mots d'une phrase, par exemple, dans un plongement lexical ou un plongement en général quand on ne traite pas du texte, pour représenter finalement ce mot-là. Puis on va aussi intégrer une notion d'encodage positionnel pour avoir vraiment l'idée de la position du mot dans la phrase, donc selon l'ordre correspondant au mot. Donc ça, on applique ça ici en entrée. Et à partir de cette représentation-là, on a une liste correspondant à des valeurs numériques pour chacun des éléments de notre séquence. On va passer tout ça dans un encodeur. Donc, l'encodeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable d'établir justement de l'attention. Il va fonctionner avec plusieurs têtes parallèles. Donc, ces têtes-là vont fonctionner l'une en parallèle à l'autre. C'est ça qui est très efficace sur GPU. Ils vont extraire donc des éléments d'attention qui peuvent être très différents parce que c'est ça qu'on vise à apprendre. Les différents poids de notre réseau de neurones vont viser à établir différentes formes d'attention, différents liens entre les mots, qui vont être traités de façon successive jusqu'à temps qu'on extrait vraiment une capacité à comprendre un peu ce qu'il y a dans notre texte. Donc, l'attention est calculée entre tous les éléments de la séquence en paires. Et on a ensuite une normalisation, puis une couche de traitement pleinement connectée ici qui permet de réajuster le tout, puis de représenter les choses d'une façon quand même intéressante pour les modules qui suivent. On a également la sortie. Donc, la sortie, c'est un peu on peut voir ça comme étant le résultat du traitement dans notre réseau auto-attentif selon l'entrée qu'on a. Et qu'au début, la sortie, elle est vide. On va donc produire la séquence un élément à la fois. On va donc avancer dans la séquence. Puis, l'idée, c'est qu'à chaque fois lorsqu'on avance, qu'on est rendu à un certain point dans la séquence, on a capturé les éléments précédents qui ont été générés. Et ceux-ci vont vraiment être l'entrée de la partie du décodeur. Donc, le décodeur ici reçoit en entrée ce qu'on a comme sortie produite jusqu'à présent, qu'on va transformer, représenter encore une fois avec un plongement lexical, un encodage de position pour bien utiliser ça. Et donc, ça va être l'entrée ici de notre module décodeur. Donc, le module décodeur fait également usage de mécanismes d'attention et il reçoit la représentation de la sortie jusqu'à présent. Il va masquer. Donc, un peu le traitement avec les sorties masquées, c'est important parce qu'on sait qu'on a généré pas l'entièreté de la séquence de sortie. On a généré quelques mots, les 5 premiers mots, disons, de la séquence de sortie.
Fait on va avoir les relations entre ces 5 mots-là, mais plus dans l'ordre séquentiel, hein. On va être capable d'avoir la relation de 1 vers 3, mais 3 vers 1, on ne va pas nécessairement l'utiliser, mais ce qu'on sait aussi, c'est on n'a pas 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va masquer ça de façon intéressante pour vraiment représenter le fait qu'on travaille avec une séquence qui est rendue à un certain point. Puis ensuite, ben, on va faire une combinaison de cette représentation-là avec la représentation de l'entrée, qu'on va recombiner dans un nouveau mécanisme d'attention qui va faire les traitements également des deux côtés. Donc, on va avoir à la fois, donc, dans le mécanisme d'attention, une entrée qui correspond à notre sortie représentée et deux autres entrées qui correspondent à notre entrée ici. Puis en bout de ligne, en sortie, on va avoir des probabilités sur les différents mots disponibles dans notre modèle. Donc, quel serait le prochain mot? Quel serait le prochain élément de la séquence? La sortie probabiliste nous le dit. Donc, le mécanisme d'attention ressemble à ça. Donc, on va calculer l'attention entre une requête Q, une clé K et une valeur V. Donc, c'est passé dans une équation qui ressemble à ça. Donc, c'est 3 entrées. Les valeurs Q, K et V découlent de l'application des poids WQ, WK, WV sur une donnée X. Donc, ça, on parle ici au niveau de l'entrée. On parle ici, là. L'entrée, on va traiter Q, K et V, comme on le voit ici, là. Ça, c'est les équivalents de Q, K et V. Je ne peux pas vous dire les lettres avec précision. Donc, on a vraiment le même X en entrée qu'on va traiter dans le mécanisme d'attention. Ça va être différent pour le mécanisme d'attention entre l'entrée et la sortie, où là, on va avoir 2 qui vont être pour une valeur et un autre qui va être pour une autre valeur. Donc, un pour la représentation de la sortie, puis 2 pour les représentations des entrées. Donc, ça, c'est la façon qu'on obtient Q, K et V. Et donc, ça découle de l'application de poids WQ, WK, WV, qui représentent des poids appris qui vont transformer le X en quelque chose d'autre. Et ensuite, on va faire un mécanisme d'attention où on va faire le softmax sur Q fois K transposé, divisé par la racine carrée de dk, qui est finalement la taille de la clé K. Donc, K a une certaine taille, mais dk est la valeur de cette taille-là qu'on va prendre ici. Et donc, quand on disait qu'il y avait plusieurs têtes, donc on vous présentait dans le diagramme précédent une seule tête par module, mais il y en a plusieurs qui travaillent en parallèle, puis chaque tête a ses propres poids WQ, WK, WV qui sont appris et qui sont donc, qui font des traitements différents et qui extraient des façons différentes d'établir l'attention entre les mots. Donc, ça, c'est un peu une représentation du traitement du mécanisme d'attention. Donc, on a les 3 entrées qui proviennent de l'application du X. On suppose que là, on est en entrée, là, c'est le même X sur les 3. On va l'appliquer à WQ ici, ça nous donne le Q. De même, on applique à W3, ça donne le K. Donc, c'est vraiment comme une couche avec certains poids qui sont appliqués directement sur les entrées. Ça, on va passer ça après ça dans une fonction softmax où on va faire Q fois K transposé divisé par la racine carrée de dk, la taille de K finalement. Softmax qu'on multiplie ensuite avec avec les valeurs de V qui nous donnent le Z, qui est le résultat un peu de tout ça. À quoi ça peut ressembler, donc, l'application d'un réseau auto-attentif? On a ici une séquence, on regarde l'attention du mot it ici, de monkey ate that banana because it was toy ou too, je ne sais pas, c'est une erreur, too hungry. Donc, on a ce lien ici. Donc, on va avoir le lien de it avec les autres. Donc, on va avoir un lien fort, par exemple, entre le it et le the. Un lien quand même assez présent avec monkey, banana, plus faible avec le that et avec le it lui-même. Un exemple d'application en traduction est donné ici. Donc, on a un exemple où on dit, voilà, on va avoir 2 séquences. On va avoir une séquence en anglais, on veut traduire une séquence en français. Donc, dans ce contexte-là, on va avoir en entrée la séquence anglaise, en sortie la séquence française. Et donc, on va passer au travers de blocs de transformeurs, possiblement de blocs d'auto-attention, plusieurs blocs d'auto-attention pour en arriver à la représentation de l'entrée. Ça correspond à ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est l'entrée ici. Et donc, la sortie de l'entrée ici correspond à ce qu'on a ici comme valeur, qu'on va intégrer finalement à notre décodeur. Le décodeur va avoir finalement la représentation de la phrase en français qui est incomplète. Donc là, si on a le taux attention masqué, puis après ça, on va appliquer ça au travers du modèle qui va nous donner finalement une certaine décision, qui va nous dire, bien, parmi tous les mots possibles, en français par exemple, quel serait le prochain mot? Donc, c'est comme ça qu'on va faire
traduire, on va avoir la phrase au complet de soup taste like socks. On va avoir la traduction là, qu'on va prédire ensuite, ça va être soupe avait le goût de chaussettes. Donc, on va traduire chacun des mots un à la fois. La séquence française va sortir par l'application successive de la séquence de sortie dans le réseau auto-attentif. Comme grand modèle de langue, on a entre autres BERT, qui est le Bidirectional Encoder Representation for Transformers, qui a été proposé en 2018 par une équipe de chercheurs de Google. Donc, c'est un des premiers réseaux transformants. Puis le, le, le modèle transformant, le modèle auto-attentif, a été proposé par l'équipe, par Google directement. Donc, c'est formé d'un module de plongement lexical, plusieurs couches d'encodeur auto-attentif et d'une conversion vers une sortie probabiliste. Il n'y a pas de décodeur dans BERT, c'est seulement un encodeur auto-attentif. Puis ça, quand ça a été lancé, ça a été rendu disponible. C'est rapidement devenu un modèle central en traitement de la langue naturelle. Les gens s'y sont référés très rapidement parce que c'est très intéressant comme performance. Puis de plus, depuis 2020, ça a été intégré directement dans l'engin de recherche Google. Lorsqu'on fait une recherche en anglais dans Google, c'est donné presque systématiquement à BERT qui fait un certain traitement pour extraire l'information pour aider à ce que la recherche soit meilleure. Donc, BERT, c'est un grand modèle important au début, un peu des modèles auto-attentifs. Puis là, on parle beaucoup plus de ces temps-ci de GPT, qui a été proposé par OpenAI. C'est une famille un peu de modèles. Donc, ça a commencé par GPT-1 en 2018. Donc, il y a eu GPT-2, 3, 4. On est rendu à 4 actuellement. GPT-3, qui a connu un certain succès, c'est l'équivalent de GPT-1 modifié avec une normalisation modifiée qui était proposée dans GPT-2 et une mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a pris le modèle de base, GPT-1, avec normalisation modifiée, puis on l'a grossi, on l'a grossi. Essentiellement, GPT-3, c'est vraiment un grossissement important de GPT-1 proposé en 2020. Donc, ça a 175 milliards de paramètres entraînés sur 50 milliards de tokens, ce qui est quand même incroyable. Il y a GPT-4 qui est plus récent. On ne connaît pas trop les détails de l'architecture, c'est gardé secret. OpenAI est très opaque depuis un certain temps, mais on sait que ça devrait à peu près avoir 1,7 trilliard, donc 1700 milliards de paramètres. Donc, c'est vraiment très gros. ChatGPT, ça a été intégré à GPT-3, 3.5, à vrai dire, et GPT-4. Et donc, ça a permis un peu de faire l'apprentissage. Ça a été entraîné avec ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine. Donc, c'est RLHF. Donc, ça, l'idée du RLHF, c'est que ça a permis d'utiliser le feedback d'humain pour mieux aligner les sorties. Donc, vraiment, GPT-3, si on ne l'encadre pas, peut donner des sorties un peu problématiques, pas toujours bonnes par rapport à ce qu'on veut. Puis ça contenait aussi des propos haineux, dérangés un peu. Avec le RLHF, on a vraiment réaligné les choses pour que la réponse dans ChatGPT, par exemple, corresponde à ce qu'on s'attend de genre de réponse acceptable dans un agent conversationnel de ce type-là. Donc, c'est une façon d'orienter ou d'ajuster le modèle pour qu'il réponde bien aux tâches. Maintenant, les Vision Transformers. Donc, ça, c'est une adaptation de l'architecture de réseau auto-attentif à de la vision numérique. Donc, au lieu de traiter des séquences de mots, on va traiter des tuiles. Des tuiles, on va parler de patch là, en anglais. Donc, vraiment des petits morceaux de l'image d'origine sans recoupement de l'image. Donc, on va donc séparer notre image d'origine en plusieurs petites images, petites tuiles qu'on va traiter en parallèle. Puis chaque tuile représentée donc dans un vecteur 1D avec l'information positionnelle. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec les réseaux auto-attentifs avec du texte, où chaque mot est représenté par son plongement lexical avec un encodage positionnel. Ici, on va séparer l'image en petites patchs, puis chaque patch va être un vecteur finalement avec un certain nombre de valeurs numériques. On dit souvent que c'est des patchs de 16 par 16 typiquement, donc quelques centaines de valeurs numériques pour chacune des patchs, avec aussi la position de la patch dans l'image qui est encodée. Puis, on va fournir ensuite ces patchs-là, ces tuiles-là, au réseau auto-attentif, excusez, comme étant une séquence. Donc, il va recevoir vraiment les tuiles dans un certain ordre dans l'image, puis c'est avec ça qu'il va faire son traitement.
Donc, c'est une adaptation du modèle Transformers des réseaux attentifs à l'image. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en mesure de capter des relations complexes et distantes dans l'image sans requérir de couches de convolution. Donc, les couches à convolution ne sont pas requises ici. C'est excellent pour capturer des relations locales, les couches de convolution. Puis avec plusieurs couches, on va avoir des trucs de plus en plus globaux. Mais là, avec les Vision Transformers, on n'a pas besoin de ça. On est entièrement en mode réseau auto-attentif et ça fonctionne. Et donc, on est capable d'avoir des performances comparables à l'état de l'art en image si on a suffisamment de données et de ressources, parce que c'est quand même des modèles qui sont lourds à entraîner, qui requièrent de très gros jeux de données et un entraînement intensif pour bien performer. Donc, ça, c'est l'illustration d'un VIT, d'un Vision Transformer, où là, finalement, on a l'image d'origine. Ici, on voit qu'une image, on l'a coupée en 9 tuiles, des petites tuiles qu'on va passer une après l'autre. Donc, ces 9 tuiles-là de l'image sont passées une après l'autre. Chacune des tuiles sont comme mises à plat dans un vecteur où chaque pixel représente une valeur numérique. Puis à ça, on va ajouter un peu l'encodeur positionnel. Donc, on va voir qui va représenter finalement la position de la patch, de la tuile dans l'image d'origine. Et donc, ça va être passé après ça à un modèle de réseau auto-associatif assez standard. Puis le réseau auto-associatif est vraiment à peu près la même chose qu'on avait en texte. À petite modification, on dit on a un MLP ici. Avant, on avait une couche linéaire avec le texte. Ici, on travaille avec plus un réseau avec plusieurs couches. Mais le reste est pas mal le même principe, le même mécanisme d'attention qui est appliqué. Avec un résultat qui est finalement passé à une tête perceptron multicouche qui permet de prendre la décision selon le type d'objet qu'on observe.